Miguel, comment ça va? Ça va super, toi. Ça va, ça va. Merci d'être là. Moi, j'ai entendu parler de toi il y a un peu plus de 2 ans. Et là, j'ai appris que tu étais français en fait. Ça m'a surpris. Est-ce que les gens sont au courant de ça ou t'as encore des gens qui te parlent en anglais Ouais, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent en espagnol Ok. ou qui me disent surtout les Français, en fait, les Français n'ont pas français. Ça, c'est fou. Tu vois. Alors, j'ai grandi en français et tout, tu vois, genre, toute ma famille est français. Je suis parti de la France en 2016. C'est pas non plus très vieux. Mais ouais, beaucoup de gens pensent que je suis argentin ou d'Amérique du Sud ou tu vois de Miami, parce que bon, je suis aussi à Miami, mais beaucoup de gens pensent que je suis originaire de là. Non, pas du tout. D'accord. Quand t'es parti de la France, t'es parti où? La première fois que je suis parti de la France, je suis parti en Angleterre, à Londres, Ok. parce qu'il fallait que je perfectionne un peu l'anglais, tu vois. Ok. Parce que j'avais capté que pour la musique électronique, il fallait quand même être un peu à l'international. Et je suis parti en Angleterre, j'ai vécu à Londres 2-3 ans. Après, j'ai vécu à Ibiza. J'ai appris l'espagnol. Après, je suis parti au Portugal. Et après, aux États-Unis. Et du coup, Comment t'as fait tes débuts dans la musique? la première fois que j'ai découvert le DJ, voilà, c'était à l'âge de 16 ans. Un ami à moi, un jour, vient par hasard et il me dit: tu fais quoi aujourd'hui et tout. Je lui dis: bah, rien de prévu. Tout ça. Il me dit: écoute, voilà, je vais à Cash Express, parce que je travaille ce magasin Cash Ouais, Express. tu revendais les autres. Ça existe toujours, ça? Je crois que ça existe plus, mais. Je travaille de ce truc. Ouais, Il me dit: je vais à Cash Express et tout, voir du matériel de DJ. Je dis: c'est quoi ce DJ? À l'époque, en plus à l'époque, on n'avait pas internet et tout. Je pense que ça c'était à 20 ans, j'ai 36 ans, donc j'avais 16 ans. Tu n'avais pas internet comme aujourd'hui, tu sais, tu connaissais que ce qui se passait dans ta rue en fait. Et du coup, tu vois, on connaissait pas encore les clubs et tout, tu sais, nous on rentrait pas en boîte à l'époque, ça n'existait pas, tu vois. Si on voulait aller en boîte, on ne laissait pas rentrer, c'était l'enfer. Donc moi, je sais pas trop ce que c'est, ce truc-là, DJ, machin, tu vois, mais bon, j'ai rien à faire de toute façon. On sort du truc BEP Compta, on a quelques heures mercredi après-midi, tu vois, et puis on va cacher place, on y va. Et à l'époque, ils avaient en fait un stand dans le magasin avec des équipements de platine, Gemini, Numark et tout, ces marques-là de matériel. Et c'était en libre service, tu pouvais essayer en fait le matos. Et à l'époque, moi j'avais mon Discman encore avec les CD et tout, tu vois. Et j'arrive et je vois ce matos, et puis je dis: on peut mettre le CD dedans et tout, je dis: oh, pas de problème et tout, tu vois. On met nos CD, à l'époque j'écoutais les bails genre G-Unit et tout. Ah ouais, c'est le classique. Je balance ça dedans, je vois tous les boutons, les lumières, les couleurs, je me dis: c'est dingue ce truc et tout, tu vois. Et bon, je sais pas ce que je fais, j'appuie sur les boutons et tout, et en fait le gars avec qui je suis, lui en fait il avait déjà bien étudié ce truc-là, et il était vraiment décidé à acheter du matos. Okay. Et le gars achète le matos. Moi à ce moment-là, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas acheter de matos, rien du tout, tu vois. Et du coup ce gars devient mon meilleur ami. Je suis tout le temps avec lui, tout le temps chez lui, à mixer, tu vois, genre, on s'arrête pas. Et je vais avoir ma toute première fois en boîte de nuit, parce que moi j'étais à Marseille, il y a un pote à moi qui fête son anniversaire, je crois qu'il fêtait ses 16 ans, et son père connaissait un peu du monde, et du coup son père organise l'anniversaire dans une boîte qui s'appelle le Bazar à Marseille, et il dit: voilà les gars, je vous invite, on peut tous. Et là je me retrouve à aller pour la première fois en boîte de nuit, et c'est la première fois que je vois en fait un DJ jouer de la musique dans une discothèque en direct avec des gens et tout. Et je me rappellerai toujours, je rentre dans le club et je vois la cabine, elle est en haut à droite. Et je rentre et je vois ce mec-là et je vois des filles partout. J'avais jamais vu autant de filles de toute ma vie. Au mètre carré, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est? Alors moi je suis là, je regarde partout, je me dis waouh. Et j'écoute la musique et c'est cette musique, tu vois, up tempo, tu vois. Okay. C'est sexy et tout. Je dis: qu'est-ce que c'est que cette musique? Elle me dit: ah, tu connais pas ça? Je dis: ça c'est la house. Je dis: quoi? La house. Je dis: c'est quoi la house? Je dis: c'est ça et tout. Et là, je dis: c'est génial la house. Toutes les nanas qui dansent sur la house et tout. Je dis: j'ai jamais vu ça. Moi, je veux faire la house. Okay. Et je veux être le mec là-haut, là. Je veux faire ça. Et de là, si tu veux, bah, j'ai eu entre guillemets un coup de foudre, tu vois. Pas que je l'avais eu au magasin de Cash Express, mais si là, ça a vraiment pris une ampleur de ouf. Et de là, en fait, j'ai jamais arrêté. J'ai eu après du matériel, j'ai acheté des platines vinyles, j'ai commencé avec les vinyles, j'ai pris tout l'argent que j'avais, je travaillais au McDo, j'ai arrêté l'école à 16 ans et demi. J'allais au McDo, je bossais, tout l'argent du McDo, je gagnais. Enfin, ce qui restait, je devais payer mon loyer, ce qui restait, je balançais tout dans les vinyles. J'avais acheté des vinyles, tu vois, j'allais au shop tout le temps. Et voilà, et 2 ans plus tard, j'ai eu une grosse envie de produire de la musique. Donc là, on parle d'une époque où les DJ stars n'existaient pas.
On parle d'une époque où un DJ, c'est un mec dans une boîte de nuit, perché en haut quelque part, qui est là pour mettre la musique, c'est le disquaire. Pas de DJ star, de jet privé, de champagne. Et moi, je sais pas pourquoi, je capte quand même, tu vois, 2 années après avoir commencé ça, donc j'ai plus 16 ans, j'ai 18. Je capte que ça peut être game changer, tu vois, de produire ma propre musique, de faire mes propres disques. Tu vois, je sais pas pourquoi, j'ai ce truc qui vient, je me dis, ça peut être quand même bien. En France, il y a pas beaucoup qui le font, il y a David Guetta à l'époque, Bob Sinclair, un nouveau gars qui vient d'arriver avec Martin Solveig. Je me dis, ces mecs qui font leur son et tout. Alors moi, au début, je voyais David Guetta, c'était un chanteur. J'entendais les sons avec Swiss qui chantait sur tous les morceaux, donc pour moi, c'était lui qui chantait. Et je me dis, ces mecs qui font leur truc et tout, c'est cool, et il faut que j'apprenne à ça. Donc je commence à apprendre, c'est qu'il n'y a pas de YouTube, pas de tutoriel, il n'y a rien, il n'y a pas de splice pour les samples. Tes samples, tu les trouves dans des sample packs, Vengeance, machin, qui tournaient avec les potes et tout, avec des vieux kicks moisis et tout, c'est vraiment à l'ancienne, tu vois. Reason et tout, on apprend. Et puis là, je rencontre un gars qui va devenir mon meilleur ami et qui, lui, en fait, est dans une école d'ingé son, etc., etc. Et il connaît déjà, en fait, si tu veux, les bases de la production. Et il va m'apprendre, en fait, à produire. Et on va passer 10 années ensemble. Et pendant ces 10 années, j'ai appris à devenir producteur. C'était quoi tes influences, du coup, à toute cette période-là? Alors moi, je commence avec le rap, tu vois, la grosse époque, Interscope, Jimmy Iovine, Dr. Dre, toutes les productions de début 2000, fin 90, début 2000, tout ça, c'est vraiment ma musique, ma génération. Après, ma mère, moi, à la maison, c'était beaucoup funk, disco, soul, tu vois, tout ce qui est Soul and Fire, Kool and the Gang, Al Jarreau, enfin, tous les trucs un peu plus soul et tout. Grosse culture black music, tu vois, à fond, à la maison, ma mère, de ouf. Et du coup, ça m'a amené doucement, en fait, vers le R&B et tout, tu vois, comme je te dis, la grosse époque, parce que j'ai tout découvert. Et là, j'ai découvert ça bien plus tard. J'ai pas écouté le dance, moi, du tout. Il n'y avait pas ça. Ouais, à part Aqua, par Big Girl. Ok, à l'époque. La seule dance que je connaissais petit, quoi. Et Daddy DJ, ouais. C'est les 2 seuls hits que j'ai connus, tu vois, avant de découvrir vraiment la culture club. C'était pas la musique à la maison, c'était pas la musique de la ville, tu vois, à Marseille, très rap, très grosse ville de rap, tu vois. Donc on n'a pas ça. Que pensait du coup ton entourage à cette période-là de ce que tu faisais? Parce que là, j'ai interviewé pas mal d'artistes qui me disent que personne ne me soutenait, personne ne croyait en moi. Bah déjà, il faut comprendre un truc, c'est qu'à l'époque où moi je commence, d'accord, déjà, comme je te dis, le DJ Star n'existe pas, donc tu n'as même pas en tête de te dire que tu veux devenir un DJ Star, puisque ça n'existe pas. Donc en fait, moi, mon but, si tu veux, quand je commence, c'est de devenir le DJ résident de la ville. Je veux devenir le mec que j'ai vu dans le club, tu vois, j'ai un frérot, je vais prendre ta place. Tu vois, c'est ça mon objectif, devenir le DJ résident du club de la ville. Et du coup, c'est pas une question on croit en moi ou pas, parce que c'est pas trop un métier en bombe, quoi. Il n'y a pas de gloire, tu vois ce que je veux dire. Tu vas faire disquaire, en mesquine, tu vois ce que je veux dire. Et ma mère, elle est dégoûtée, quoi. J'arrête l'école et tout, tu vois. Mon père, il vient d'une autre école, d'une autre éducation, donc ils s'en bat un peu les couilles. Mais ma mère, effectivement, elle aurait aimé que je sois docteur ou quoi, ça aurait fait kiffer, à cette époque-là, en tout cas. Et puis moi, je suis un passionné, j'adore mon truc, tu vois, je fais que de la musique, je fais ça 24 heures sur 4, 7 jours sur 7, je veux faire que ça, j'enchaîne des petits boulots, je deviens chauffeur de camion. Ah ouais, t'as fait plein de choses. Ouais, je deviens agent immobilier, je deviens assureur. Ah ouais, ok. Ouais, j'ai été commercial dans l'optique, j'ai vendu les trucs sur les plateformes téléphoniques, ouais. Orange, et tout. Ça t'a plu tous ces jobs? Il y a un job qui t'a plu ou rien de tout ça? Agent immobilier, ça m'a plu. Et après, j'étais bon vendeur, j'ai toujours été bon vendeur. Je suis toujours bon vendeur. Mais disons qu'à l'époque, il fallait payer le loyer, tu vois, il fallait gagner sa vie, quoi. Je pouvais pas, la musique ne me payait pas assez pour, tu vois. Et en fait, j'ai fait tous ces jobs jusqu'à mes 21 ou 22 ans, un truc comme ça. Et à 22 ans, 21 ans et demi, je me suis dit, écoute, voilà, il faut que tu arrêtes tous ces jobs et que tu trouves en fait des résidences DJ dans différents établissements, genre club, bar, restaurant, peu importe ce que tu trouves, mais que tu en trouves assez chaque semaine pour pouvoir payer ce que tu as payé, les loyers, la voiture, conneries, et avoir justement les journées, le reste du temps pour bosser la musique, apprendre à, si tu veux, à produire mieux, me perfectionner dans la production, etc. Et en fait, c'est ce que je fais, je laisse tout tomber et je me mets à trouver des petites résidences à Marseille, dans plusieurs endroits, un truc qui s'appelait le Warm Up à l'époque, le Sport Beach. Tu connais? Donc tous ces petits endroits en fait, et puis si tu veux, j'apprends, voilà, je vais, je mixe,
pour les clients, tout style, hein, c'est funk, disco, tout ce qu'il y a années 80, machin, des trucs rap, hip-hop, US, français, la house, tu vois, la house de l'époque. Moi j'ai quand même connu une cool époque pour la house en France. Tu vois, on va dire 2005, 2006, 2007, c'était quand même des belles années. J'évolue comme ça jusqu'à qu'en fait je puisse faire que DJ résident, que je devienne directeur artistique du club qui s'appelle Joya avec son France. Et DJ résident, donc je m'occupe un peu de la programmation, des bookings, en même temps je mixe là-bas. Je commence à bien gagner ma vie. Donc ça commence à être pas mal et je rencontre pas mal de gens, etc. Et 2014, ADE, Amsterdam, je vais rencontrer mon management actuel, en fait c'est 10 ans qu'on bosse ensemble. Et c'est de là qu'après tout est parti. C'était quoi ton premier du coup gros succès? Est-ce que c'est un endroit où tu as performé? La vision d'un succès subjectif. Le premier vrai succès pour moi, c'est mixer en club. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu mixes dans ta chambre, t'es là, t'enchaînes tes vinyles et tout, t'as 16 ans et demi, t'es même pas majeur. Un jour, un mec qui t'appelle et te dit ah oh, tu vas venir ouvrir pour, à l'époque c'était Marie Jane au Metal Café à Marseille, et il me dit tu vas mixer 2 heures, on te paye 50 euros. Alors, pour moi, j'hallucinais de me dire qu'en fait, je pouvais faire un truc que j'aime et être payé pour le faire. Alors aujourd'hui, tu me dis, ouais, mais 50 euros, c'est que dalle. Effectivement, c'est pas grand chose, mais c'est pas grave. Parce que à cette époque-là, ce qui compte, c'est de dire que quelqu'un est prêt à me donner de l'argent pour faire ce que j'aime le plus au monde. Et je suis même pas majeur. Et ça réveille un truc en moi, je me dis, attends, oh. Un mec t'a donné de l'argent pour faire ce que t'aimes le plus au monde. Ça veut dire que, tu vois. Donc ça, c'est un premier succès pour moi. Par la suite, tu collabores avec Jasmine Thompson et Robin Schulz. Comment ça se fait? Comment tu passes du coup toutes ces années-là à collaborer avec ces 2 artistes? En fait, je commence, comme je t'ai dit, donc je rencontre mon management actuel en 2014 à l'Amsterdam Dance Event, donc l'ADE. Les gens ne connaissent pas ce que c'est l'ADE, c'est un événement annuel au mois d'octobre qui réunit tous les professionnels de la musique électronique. Et moi, en fait, j'ai commencé à aller à l'ADE en 2010 avec tous mes potes de Marseille, on y allait tous, mes potes qui faisaient de la musique, on y allait tout le temps en fait, pour essayer de percer. Donc on économisait toute l'année pour pouvoir se payer en fait, l'hôtel, l'avion et tout à ADE. Okay. Et on y allait chaque année. Et en fait, moi, l'ADE 2014, je me sépare du mec dont je t'ai parlé un peu plus tôt, avec qui j'ai passé 10 années. Il, lui, veut aller à Paris, faire un autre genre de musique, etc. Moi, je suis à Marseille et je me sépare de ma copine en même temps avec qui ça faisait 5 ans que j'étais avec. Donc c'est un peu, si tu veux, un gros renouvellement, gros nettoyage de ma vie. Donc, mon meilleur pote part à Paris, ma nana, on se sépare. Je suis un peu tout seul, je rencontre une nouvelle meuf, je tombe fou amoureux d'elle. Et cette meuf va me dire écoute, fais-moi un son pour moi, machin. Et je lui fais un son. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'ADE arrive, tous mes potes m'appellent, me disent allô, est-ce que tu viens à l'ADE? Je dis pas du tout, je me suis séparé de mon pote là, on avait un groupe ensemble, j'ai plus de musique. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille foutre à l'ADE? Et là, les mecs, on y va chaque année, c'est la règle, tu peux pas ne pas venir. C'est la tradition, mec, et tout, machin, etc. Et puis, de toute façon, t'as qu'à amener ce son que tu viens de faire ta nouvelle meuf. Tu présenteras ça. Je dis, ok. Je dis, allez, je vais pas vous laisser tomber les gars, vous avez raison, on y va chaque année, ouais. Et je vais aller. En fait, j'arrive à le premier jour, mercredi. À l'époque, ça se passait dans l'hôtel qui s'appelle Félix Méritis, dans Amsterdam. Je me pointe là-bas. Là, t'as tous les labels, Sony, Universal, etc. Ou les indés, Contor, enfin bref, tout le monde. Et si tu veux, moi je dis voilà, je parle au mec, je dis ah, salut, j'ai un son, je vais te montrer avec un anglais dégueulasse. Les mecs, ils arrivent un peu à quand je dis musique, musique good music. Ok, quand je vois un truc, le mec me dit ouais, c'est super ça, machin, tu le fais avec qui et tout. Et je vois que, en gros, au moment, tout le monde veut ce morceau que j'ai fait moi. Ok. Et là, mon cerveau va très vite. Je me dis attends. En plus, c'était l'époque où le son c'était la deep house. C'est trendé à l'international, comme The Avner, Robin Schulz. Ouais. Et le son était un peu comme ça. C'était la grosse tendance du moment et tout. Et je me dis, attends, si tout le monde est intéressé là, il faut que je trouve qui c'est le plus fort du moment. Le plus fort du moment, Robin Schulz. Qui manage Robin Schulz à l'époque? Stéphane Damruck. Moi je le sais parce qu'à l'époque avec Facebook, j'avais capté. Voilà. Et là, je marche dans la rue avec mes potes et tout. Comme ça, là, je fume la weed et tout, et là, on est à moins de GI et tout ça, c'est une rigolade. Et là, je marche et je vois qui Stéphane Damruck dans la rue. Tu l'as reconnu? Ouais, je le reconnais. Je reconnais Facebook. Je lui avais parlé sur Facebook et tout. J'attrape le mec dans la rue, je dis ah, salut et tout, nanana. Il me dit salut et tout, je dis ouais, dis-moi et tout, j'ai un son là que j'aimerais te montrer, je pense que ça peut t'intéresser et tout. Et là, le gars, il me dit ah non, désolé, je suis manager Robin Schulz, là, j'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous, etc. Et là, t'as 99,9% des gens de cette planète
qui aurait dit ok, pas de souci, est-ce que vous avez un email ou quelque chose que vous contactez? Moi je dis dis-moi, on vient de Marseille, là, on n'a pas un franc. On a mis tout ce qu'on a dans ce putain d'hôtel, d'avion et tout pour venir faire ce ADE où c'est un truc qui est censé être fait pour découvrir les nouveaux artistes. Et toi, le plus gros manager du moment, tu me dis en gros, t'as pas le temps d'écouter ce que j'ai parce que t'as un rendez-vous pour ton gros artiste. Et là, le mec me regarde comme ça. Moi, je lui dis ça avec un angolais en plus, approximatif. Il me regarde comme ça. Et je crois qu'à ce moment-là, il voit en fait un gamin, tu vois, qui a la dalle. Et je pense que par rapport à son histoire, à lui aussi, il peut pas tourner les talons et partir et dire ah, je me fous. Et là, il me regarde, il me dit bon, fais-moi écouter rapide. Il écoute, genre 1 minute, il enlève le casque. Il me regarde et il me dit ce son, là, il me dit non, il me dit je peux prendre ton avion maintenant et rentrer à Marseille, pas besoin de rester à la DE. Ce son, tu le fais avec personne d'autre qu'avec moi. Je te signe en management, je te signe sur Warner Music, je t'envoie le contrat vendredi, on commence ensemble à travailler. Wow. Et là, je suis avec mes 3 potes, on est tous en l'air là. Personne qui veut croire. Et il nous regarde et dit donc voilà, il me donne sa carte, son truc, son email, machin. Il me dit voilà, tu m'envoies un email et je t'envoie tout vendredi, on démarre ensemble. Donc voilà, je suis le manager, le mec le plus chaud du moment qui vient de me signer dans la rue d'affaires. Incroyable ça. Et là, il tourne les talons, il part. Et il revient, il nous regarde, il fait et ce soir, vous faites quoi? On est là, rien. Il dit je vous invite à la soirée de Romy Chou, vous êtes tous VIP et tout, venez, tu m'envoies un message, ma carte, mon numéro. Il tourne les talons, il marche 50 mètres, on fait wow, qu'est-ce qui va se passer? Tout truc de fou, tu vois. Et si tu veux, de là, je vais commencer donc à bosser avec Stéphane Abruck, management, Robin Schulz, tout le monde. Et en fait, je vais devenir très très proche de Robin, tu vois, au point que je vais devenir numéro 2 dans ce management. C'est-à-dire qu'il y a lui en priorité et je vais devenir la 2e priorité alors qu'ils ont genre une quinzaine d'artistes. Et en fait, comme je deviens super pote avec Robin, Robin va me mettre en ouverture pour toutes les tournées européennes sur les grosses arénas. Il va m'amener avec lui à Tomorrowland pour ouvrir pour lui, il va m'amener à Ibiza, Pacha pour ouvrir pour lui, à Ushuaia, Ibiza, partout en fait. Et donc ça m'a donné une exposition de ouf pendant donc je dis 2015, 16, 17, pendant 3 ans. Et en fait, 2018, avril 2018, je vais avoir mon premier hit perso, qui était donc Bella Ciao à l'époque, c'est le tout premier que j'ai fait. Mais en fait, si tu veux, avant d'avoir ce hit, voilà, tout ce qu'on a construit et la manière dont on a pu le faire, commencer à avoir de la visibilité, tout ça, c'est grâce à Robin Schulz. Et ça a tellement aidé que 2 mois avant d'avoir mon premier hit, donc début 2018, David Guetta m'appelle pour m'inviter sur sa tournée européenne de toutes les arénas. Ouais. Et donc j'ai pu ouvrir pour lui toutes les arénas. C'est moi qui fais les ouvertures de David sur toute sa tournée européenne de début 2018. Et donc ça, c'est encore une énorme visibilité. Et donc mars arrive le premier hit, Bella Ciao, qui était le commencement de vraiment la carrière internationale avec un premier hit certifié platine international. Justement, parlant de collaboration, c'est quoi ta collaboration idéale? Tu veux un nom? Juste un seul? Allez, 3 noms. Franchement, là, en ce moment, sur le marché, vraiment, si je dois choisir 3 personnes avec qui vraiment faire un truc, ça serait, je dirais, Weeknd. Tu vois, parce que voilà, c'est le numéro mondial, quoi, clairement. Et je le verrais bien sur un track un peu Aussie, Afro-Latino, tu vois, ça serait ouf, quoi, d'avoir ça. Drake. Et pour le côté latino, Bad Bunny. Bad Bunny ou Raúl Alejandro? Ok. Un des. Ok. J'ai vu que tu étais très actif sur les réseaux sociaux. Et souvent, tu lâches des exclus, même des fois, j'ai fait ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça te plaît de lâcher des exclus comme ça? Est-ce que des fois, tu n'as pas peur que tes sons se retrouvent ici et là, que tu ne contrôles pas comment ça soit? Moi, personnellement, je pense que ce que j'ai fait là, justement, les 7 derniers mois, c'est quelque chose qui est en train de changer doucement l'industrie de la musique. Pourquoi? Parce que normalement, quand tu fais un son, tu dois attendre que le deal soit fait avec tous les auteurs, tu dois attendre que le deal soit fait avec le label, tu dois attendre que le son sorte en plateforme, blablabla, tu vois. À l'époque, tu voulais écouter le son de ton artiste préféré, il fallait attendre que le CD sorte dans le commerce, tu allais à Carrefour acheter le CD et tu pouvais enfin écouter là-bas. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que moi, en fait, j'ai fait les 7 derniers mois, parce que dans les 7 derniers mois, j'ai eu 3 méga sons virales sur les réseaux sociaux à l'international, c'est-à-dire dans tous les pays. 3 en 7 mois, c'est énorme.
Et en fait, pour avoir ça, ce que j'ai capté, c'est que si je drop un track avec une petite vidéo, tu vois, à ma manière où je présente le son, dans des Reels et sur TikTok, et que le son, il est disponible nulle part, en fait, tu crées une relation en direct entre l'artiste et ses fans sans ce qu'on appelle le middleman. C'est-à-dire le mec au milieu en général, ça va être la radio, la télé, comment on appelle, les Spotify, etc. Ou alors le label, ou tu vois, tu as toujours besoin vraiment d'un mec au milieu entre l'artiste et ses fans. En faisant ça, donc tu drops un nouveau son sur la plateforme en disant salut les gars, ça c'est nouveau, c'est frais, est-ce que vous aimez? Est-ce que je devrais le sortir? Les gens, ça crée l'attente. Là, les gens ils disent merde, c'est chaud. Et en fait, ce qui se passe, c'est que s'ils trouvent super chaud le son, les gens vont utiliser l'audio. Les gens qui utilisent l'audio, s'ils sont beaucoup, ça crée la viralité. Et qu'est-ce qui se passe quand un son il est viral sur tous les réseaux, mais il n'est pas sorti? Eh ben, tous les labels de la Terre veulent le signer. Donc tous les labels de la Terre m'appellent. Moi, qu'est-ce que je fais? Des ventes aux enchères. Qui propose le meilleur. Je dis, c'est bien, tu veux signer le son. On sait que ça il est déjà viral sur tous les réseaux, mais t'as combien là sur toi? Et toi? Et toi? Et toi? Alors là, je mets en compétition. Ça change complètement le. Je me régale. Et puis, celui qui a les meilleures conditions, on fait un deal avec lui. Donc c'est un nouveau moyen de dealer la musique. J'encourage d'ailleurs tous les artistes et les gens qui regardent. Faites votre truc tout seul, devenez viral tout seul sur les réseaux, parce que c'est ça aujourd'hui qui fait peur aux maisons de disques, c'est ça qui a un vrai pouvoir dans l'industrie. C'est la capacité à être en direct avec tes fans. Maintenant, si je vois que tu voyages beaucoup, du coup, quelle est ta destination préférée? Ouais, beaucoup. Je passe ma vie dans l'avion, je vis dans l'avion. Là, j'ai passé l'été à faire 8 shows par semaine. T'imagines bien que je suis partout. Si tu dois choisir un coin, genre, allez, 2 endroits où tu dis déjà. Moi, j'ai une maison à Miami. Okay. C'est vraiment un endroit pour moi que j'aime beaucoup. Déjà parce que j'ai grandi avec Scarface. Déjà parce que j'ai niqué ma scolarité à cause de GTA Vice City. C'est à Miami. Et je sais pas, c'est tropical. Moi, j'ai grandi à Marseille, à la mer et tout. Tu vois, je suis du sud et tout. Donc, Miami, il y a une vibe qui me parle beaucoup. Je crois que c'est un de mes endroits préférés. Et Ibiza aussi, j'adore Ibiza. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans ta carrière notamment? Le meilleur conseil que j'ai reçu dans ma vie, c'est d'être soi-même. C'est-à-dire que quand tu es artiste, tu vas beaucoup avoir tendance à vouloir absolument marcher. Et donc, quand tu veux absolument marcher, absolument avoir de l'argent, absolument avoir des hits, un truc comme ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de copier ce qui marche. Tu vas essayer de copier ce qui se fait, etc. Et en fait, tu te rends compte avec les années en essayant, etc., qu'en fait, toi, t'es unique. Donc, personne ne peut être toi. Et ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment puissant dans le marché de l'art, de la musique en général. Parce que si personne ne peut être toi, concentre-toi pour être vraiment toi-même, parce que c'est ça qui vaut vraiment quelque chose. Quelle est la plus grande leçon de vie que tu as apprise là? L'argent fait pas le bonheur. L'argent fait pas le bonheur. Je pense que tu veux de l'argent toute ta vie, quand t'en as pas eu, quand t'es plus jeune. Et puis un jour, en fait, t'en as et tu te rends compte que c'est pas ça qui va te rendre heureux. En fait, ce qui te rend heureux, c'est l'accomplissement de toi-même. C'est-à-dire la capacité à pouvoir, chaque jour, sortir de ta zone de confort, t'améliorer, devenir une meilleure personne à tous les niveaux. Je ne parle pas que du point de vue professionnel, c'est aussi du point de vue personnel. Tu vois, si chaque jour tu essaies de faire une bonne action, tu vas aider une personne, tu vas faire ce genre de trucs, ça grandit ton âme. Quelle est la chose dont tu es le plus fier? La chose dont je suis le plus fier aujourd'hui, clairement la première, c'est d'être libre. La liberté, c'est quelque chose qui est pour moi, ça n'a pas de prix. Et la deuxième chose, c'est je suis fier d'avoir rendu fier mes parents, ma famille, et j'ai la chance qu'ils sont encore vivants pour le voir. Tu vois, pas tout le monde a cette chance-là, moi c'est le cas. Donc c'est quelque chose, je suis quand même très fier de ça. Quels sont tes prochains projets, objectifs ou challenges? Ouais, déjà, tu vois, tu parlais de musique, des featuring et tout, donc là, j'ai des gros trucs qui arrivent. Là, le Adore You, là, qui est numéro 1 partout dans la planète. J'ai Ellie Goulding qui m'a contacté sur les réseaux, sur une nouvelle version. On va dropper une nouvelle version remix avec Ellie Goulding et Ozuna. Donc c'est gros titre. C'est chaud. J'ai un autre son là, un autre truc que j'ai fait, Ty Dolla $ign, il va faire un featuring dessus. Donc pour les States, Ty Dolla $ign, c'est vraiment de ouf, tu vois. Et voilà, là je bosse sur ça en fait, sur vraiment faire des featuring, tu vois, avec des Américains, vraiment des gros noms, tu vois.
En fait, j'envoie des messages à Paga à tout le monde. Là, j'écris à Drake aujourd'hui, j'écris à Bieber, j'envoie tout le monde, tu vois, genre culot. Ils te répondent en général ou parfois? Certains me répondent. Certains, ils sont trop busy, ils voient pas les réseaux. Mais ouais, j'ai beaucoup de réponses, ouais, beaucoup de gens. Okay. Donc, tu vois, non, j'envoie culot, tu vois, je dis voilà, écoute, mec, j'ai le son le plus chaud du moment là avec Adore You. J'ai ça derrière carré parce que t'es chaud là. Ça bouge bien. Donc, je suis excité, voilà, ça. Je suis en train de construire aussi un show visuel. Parce qu'on veut passer à des shows beaucoup plus gros, tu vois. J'aimerais faire des stades, des trucs comme ça. On est en train de créer un show visuel en fait, qui va mélanger l'humain et l'art digital. Un mélange des deux, créer une nouvelle technologie. Sur les écrans géants, tu vas venir avoir un show un peu à la Afterlife, comme on dit, mais pas un truc futuristique comme ça, un truc vraiment plus organique qui va avec ma musique, avec les côtés tribal, la jungle, Touloum et tout, tu vois, mais un truc qui t'en met plein la vue. On bosse sur ça, on va dire. Projet très lourd en tout cas. Et le label, hein, toujours Make the Girls Dance Records, qui est là, tu vois, avec beaucoup d'artistes des quatre coins du monde, super producteurs, super compositeurs, super DJ. Et l'idée, c'est justement de monter Make the Girls Dance, tu vois, le gros show avec tous les artistes du label et les DJ. Dernière petite question, parce que je sais qu'il y a des DJ qui vont regarder ça. Est-ce qu'ils peuvent t'envoyer des maquettes, des prods, des Bien sûr. Donc ça, c'est très simple. Tous les gens qui veulent m'envoyer des démos, on écoute absolument tout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Alors, c'est pas tout moi d'aller directement qui écoute, j'ai des gens qui travaillent pour moi, mais quand tu vas sur mon Insta, tu cliques sur le link in bio. En fait, tout simplement, quand tu cliques, il y a écrit Send my demo, donc envoyer ma démo. Et en fait, ça te transfère directement sur mon Trackstack. Et dans Trackstack, tu peux uploader la démo. Et moi, en fait, quand je veux faire ma clé USB, pour mettre des nouveautés, etc., pour mon set, je vais directement dans mon Trackstack. Là, j'ai la soundtrack de tous les sons dedans, j'écoute tout. Ce que j'aime, je mets sur ma clé USB et ça part. Eugène, merci pour ton temps. Merci à toi. On te souhaite le meilleur. Merci beaucoup.